Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette table ronde Tech Insight. Comment le low-code, no-code accélère la transformation digitale. Et pour commencer, je vais vous demander en premier lieu de vous renommer sur Zoom, de mettre votre prénom, nom et nom d'entreprise. Ça facilitera les échanges pendant le Q&A. Donc, pour ceux qui se demandent comment ils vont bien pouvoir faire ça, vous pouvez, sur votre vignette avec votre vidéo et votre tête, vous avez 3 petits points en haut à droite. Et du coup, vous avez donc la possibilité de vous renommer à cet endroit-là. Merci à tous. Et je vais, sans plus attendre, partager mon écran. Du coup, ouais, hop. Donc, vous voyez mon écran? Ouais. Très bien. Ok, nickel. Ouais. Super. Bah, très bien. Bah, merci encore à tous d'être là. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Sur l'écran? Ouais. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de me présenter Wilco rapidement. Donc moi, c'est Laura Mesbailly. Je suis programme manager chez Wilco. Wilco, c'est un accélérateur d'innovation. Donc, nous, on travaille avec 2 types d'entreprises, des startups tech d'un côté et des corporates de l'autre, grandes entreprises et ETI. Donc, avec les startups, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à atteindre leur premier million d'euros de chiffre d'affaires le plus rapidement possible. On onboard plus de 120 nouvelles startups par an dans l'accélérateur. Et on a un organe de financement également. On leur prête environ 10 millions d'euros par an par startup. Et on est très fiers aujourd'hui de pouvoir dire qu'une startup sur 3 qui entre chez Wilco atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins de 3 ans, qui est la durée d'accélération de notre programme. Côté corporate, on travaille avec les directions innovation et aussi de plus en plus avec les directions métiers sur leur stratégie d'open innovation et de transformation digitale. Et aujourd'hui, donc, on a une vingtaine de partenaires corporate. Romain, qui fait partie des speakers, qui travaille chez Bouygues Télécom, qui fait partie de nos partenaires. Donc, je vous propose de commencer avec une petite introduction sur le sujet. Donc, moi, je voulais vous donner un chiffre que j'ai découvert en préparant cette ronde. 0,3%. Donc 0,3%, c'est le nombre de personnes dans le monde qui sont capables de coder. Si vous en faites partie, bravo. Vous êtes clairement une ressource rare. De mon côté, moi, je fais partie des 99,7% des gens qui ne savent pas coder. Et pourtant, aujourd'hui, si je le souhaite, je peux aller en ligne et développer un site web, une application ou d'autres outils en quelques heures. Là, c'est justement grâce aux outils, aux solutions low-code, no-code. Donc, on va commencer par donner une vraie définition de ces 2 types de technologies. Pour commencer, le low-code, ce sont des plateformes qui ont été conçues pour permettre soit à des développeurs, soit à des personnes qui ont un minimum de bagage technique de construire des applications de manière plus rapide, plus simple qu'avec le langage informatique classique. Quant au no-code, pour le coup, lui, il s'adresse principalement à des utilisateurs non techniques, donc lambda, qui n'ont jamais codé de leur vie, pour leur permettre aussi de créer en autonomie des solutions digitales sur un format très intuitif. Donc, en fait, comme si vous utilisiez PowerPoint ou Excel, par exemple. Donc, je pense que parmi vous, même si vous n'aviez pas forcément étiqueté ces solutions low-code, no-code, vous avez déjà entendu parler ou même déjà utilisé des solutions comme Airtable, Notion, Typeform, WordPress qui sont sur le marché et que vous avez dû sans doute voir passer dans votre entreprise ou ailleurs. Donc, le marché du low-code, no-code, c'est un marché qui est en plein essor. Selon l'Institut Gartner, on a environ 2/3 des applications qui contiendront des briques no-code ou low-code d'ici 2024, d'ici à peine 3 ans. Donc, deux applications sur 3. Et on peut voir que cette tendance, elle se divise en une tendance de fond et une tendance plus conjoncturelle. La tendance de fond, c'est la transformation digitale.
qui pousse les entreprises à briser les silos entre les services informatiques et les métiers. Et en parallèle de ça, la pénurie de développeurs qui a lieu depuis ces quelques années amène les métiers à prendre en charge des sujets donc, digitaux qu'ils laissaient auparavant 100% à l'IT. Même au niveau encore plus macro, au niveau de l'État, cette tendance est visible. On a le gouvernement britannique qui s'est allié avec Bubble, qui est une plateforme no-code de création de sites web, pour proposer des formations no-code en ligne aux Anglais. Ensuite, une tendance plus conjoncturelle, c'est l'urgence qui est amenée par la crise sanitaire et économique actuelle. Donc, pour survivre, aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont pas le choix que de répondre presque en temps réel aux besoins de leurs clients. Et c'est cette rapidité à laquelle les entreprises veulent tester, construire de nouvelles solutions qui dépasse complètement le nombre de développeurs à disposition. Et il y a aussi une problématique de coût, puisque les outils low-code, ils sont plus abordables, ils requièrent moins de ressources en interne ou des ressources formées à un niveau peut-être moins élevé, et ils peuvent être mis en place plus facilement. Donc aujourd'hui, les 4 thèmes qu'on a retenus à aborder avec vous dans cette table ronde, ce sont les suivants. La performance des outils low-code, no-code, les objectifs et le ROI qu'on peut tirer de ces nouvelles technologies, les enjeux humains autour de ces plateformes et en entreprise, la gouvernance des projets low-code, no-code. Donc, je vais maintenant laisser la parole aux speakers pour se présenter. Je ne sais pas qui veut commencer. Romain, si tu veux commencer à te présenter. Ouais, très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi, j'ai en charge le pôle innovation à la DSI de Bouygues Télécom. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter Bouygues Télécom. Néanmoins, sa DSI, il faut savoir que c'est à peu près 600 collaborateurs, donc hors prestations externes, donc c'est une grosse DSI. Nous, notre pôle, il se focalise vraiment sur l'innovation IT. Donc, nos premiers clients, c'est les directions métiers, c'est les utilisateurs du système d'information. Et donc, on adresse en priorité la relation client, la direction finance, la direction logistique, etc., etc. Et notre rôle, c'est vraiment dans une démarche d'efficacité opérationnelle, de création de valeur et de préparation aussi de notre SI aux futures technologies. On a créé plusieurs streams, que ce soit de l'automatisation, on a un stream IA, machine learning, on a un stream autour de la digital workplace, autour de la blockchain, voilà, tout un tas de sujets passionnants. Et puis évidemment aussi, comme beaucoup d'innovations qu'on pousse ont aussi un impact, non seulement pour les directions métiers, mais aussi pour les clients finaux de Bouygues Télécom, donc qu'ils soient clients mobiles, fixes, particuliers ou entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Alors Vincent, tu veux prendre la suite? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Wilco pour l'invitation pour cette table ronde. Donc moi, je fais partie de la société Euler Hermès, qui est une filiale du groupe Alliance, spécialisée dans l'assurance crédit pour les professionnels. Donc je fais partie plus précisément d'IT Innovation, qui est une cellule de l'IT dédiée à plusieurs thèmes dans l'innovation. Premier thème, le low-code. Ça tombe bien parce que ça nous réunit aujourd'hui. Et deuxième thème, toute la partie aussi IA, machine learning. Comme Romain, nos clients, ce sont les directions métiers des différentes régions. Voilà. Merci. Super. Eric, si tu es... Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'occupe de Comet. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, c'est une plateforme qui met en lien principalement les grands comptes et tous les freelancers uniquement dans le monde de data tech. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui, c'est que toute la phase 1 de Comet, on a tout codé en no-code, ça me semble une expression un peu bizarre, on n'a tout pas codé en no-code. On a utilisé pas mal d'outils, donc je vous en parlerai un peu, qui nous ont permis d'aller assez loin au niveau scalabilité. Merci.
et Amine pour finir. Donc, bonjour à tous. Merci Wilco pour cette invitation autour de cette table ronde. Donc, moi, je suis Amine, je suis le CEO de Blendies. Blendies, c'est une plateforme d'automatisation qui permet à des utilisateurs non tech de créer des workflows entre plusieurs outils pour donc automatiser des processus métiers, la gestion de la facture, la gestion de la relation client au sens large. Et du coup, on accompagne des clients, essentiellement des PME et des ETI. Alors, ça arrive aussi qu'on accompagne certains grands groupes pour effectivement modéliser ces différents processus métiers et ensuite les automatiser à travers notre plateforme. Et avant de monter Blendies, donc avec mon associé, qui lui était un ex-lead développeur chez IBM, qui avait à cœur d'accompagner des clients sur des sujets d'intégration, moi j'ai travaillé chez Salesforce, donc, où j'avais en charge une équipe commerciale. Donc à l'époque aussi, je vendais des solutions avec mes commerciaux no-code, low-code, puisque dans le portefeuille de Salesforce, il y avait des outils no-code, low-code. Voilà un peu pour la présentation. Merci beaucoup, Amine. Très bien. Alors, du coup, on va commencer la table ronde. Pour toutes les questions que vous pouvez avoir, vous pouvez les mettre dans le chat Zoom. L'idée, c'est que vous êtes nombreux, donc on va essayer de répondre au plus de questions possibles et de préciser à qui vous vous adressez dans la question, à qui vous voulez poser la question. Alors, on va commencer du coup avec la performance du no-code, low-code. Donc, on va commencer par une question. Je vais la poser à Vincent. Donc, Vincent, toi, tu utilises, vous utilisez sur l'RMS une solution low-code depuis environ 4 ans. Elle vous a permis de développer une 50aine d'applications. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi vous avez choisi cet outil et jusqu'où vous avez pu aller avec cet outil? Oui, alors donc quand on a démarré il y a 4 ans et qu'on m'a confié la mission du low-code chez IT Innovation, il y avait en fait une double idée. La première, c'était de lutter contre ce qu'on appelle dans les grands groupes Shadow IT, c'est-à-dire la capacité de… Bon, on est présent dans beaucoup de régions, avec beaucoup d'antennes aussi IT et métiers. Donc, c'était d'éviter d'avoir une hétérogénéité des projets dans différents langages, différentes structures, différentes architectures. Donc, le low-code nous a paru intéressant pour une normalisation. Donc, ça, c'était le premier angle qui a quand même très bien fonctionné aujourd'hui. On est arrivé vraiment à nos objectifs sur ce point-là. Le deuxième point étant une accélération digitale et dans la logique de la construction d'un catalogue d'API, la capacité à exploiter justement ces API, ces endpoints très rapidement et surtout de redonner un petit peu la place du métier dans les projets informatiques. Je pense qu'on en parlera au cours de cette table ronde, mais l'intérêt du low-code, c'est aussi d'aller au bout du processus d'agilité dans une capacité de donner à chaque acteur la valeur qu'il mérite. Donc voilà, c'était le but premier qu'on a tenu comme ligne directrice depuis 4 ans. On t'entend pas. On t'entend plus. Voilà. Désolée. Aujourd'hui, combien de personnes en fait travaillent sur ces applications? Qu'est-ce que ça a pu générer comme succès chez Euler Hermès d'avoir pu utiliser cette plateforme? Alors, c'est vrai que c'est agréable d'en parler aujourd'hui. C'est un chemin long et sinueux, le low-code, surtout dans un grand groupe. C'est une démarche qui a été effectivement appuyée par la DSI. Aujourd'hui, on a couvert toutes les régions avec nos solutions. C'est-à-dire que on a défini un protocole qui va demander d'observer nos projets IT, excepté les projets Core IT, on en parlera probablement aussi, sous l'angle du low-code. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, des régions nous interrogent lorsqu'ils ont des projets sur la capacité de les mettre en œuvre rapidement. Donc, on est sur une moyenne de 6 à 8 semaines de développement par application. Donc, on a des applications qui sont dédiées aux régions. On a aussi des applications groupes. On a différents types d'utilisateurs. On a fait un choix particulier, nous, qui est d'avoir, en fait, chez IT Innovation, entre 3 et 5 personnes qui
je dirais, sont en maîtrise du low-code. Donc, on participe à la construction de composants réutilisables dans le low-code. Mais on a aussi toute une population qui vont du business analyst jusqu'au product owner, qui aussi sont impliqués dans cette démarche low-code, puisque depuis à peu près 6-8 mois, on a lancé des possibilités de training qui vont permettre du coup à énormément de personnes. Je dirais qu'aujourd'hui, on touche entre une vingtaine d'utilisateurs, alors qui ne sont pas quotidiens sur le low-code, qui se forment encore, qui balbutient, qui testent. Mais en tout cas, voilà, on a quand même une grosse population qui est embarquée. La logique low-code, ça a été tout de suite, pour le coup, ça, on n'a pas besoin d'attendre 4 ans pour le dire. D'un point de vue des métiers, ça a remporté un très franc succès. Parce que rapidité d'exécution, il faut savoir que dans les grands comptes, je suppose que c'est la même chose chez Bouygues Télécom, on parle de projets parfois informatiques qui vont de 6 mois à 1 an, avec l'accélération et l'arrivée aussi du Covid, il faut bien le dire. On a des besoins qui sont quand même à la hauteur de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire on ne peut pas attendre 1 an pour sortir une application, on ne peut pas attendre 1 an pour tester une idée, on ne peut pas attendre 1 an pour donner de nouvelles interfaces à nos clients. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, justement, sur ces tests, ces nouvelles interfaces clients, est-ce que tu dirais que c'est possible aujourd'hui, notamment grâce à l'outil que vous avez ou peut-être d'autres outils, d'industrialiser un test que vous avez fait en low-code en 100%? Ou est-ce que c'est plus aujourd'hui pour créer rapidement des MVP, justement, tester des choses et ensuite donner ces specs-là à l'IT pour développer quelque chose en dur? C'est une bonne question, la réponse n'est pas facile. Alors moi je vais donner, c'est vrai que dans ma présentation je me suis présenté comme un RMS, je suis aussi multi-entrepreneur, investisseur dans les startups, passionné d'innovation, donc j'ai des convictions qui sont propres par rapport aux tests que j'ai menés. Moi je dirais que oui, il y a une chaîne d'industrialisation possible, sans aucun doute. Sans aucun doute. La problématique étant que quand le low-code arrive on va dire en surplus d'une logique déjà ancestrale de développement de grosses applications, la question qui se pose est la suivante à chaque fois. Elle est, est-ce que développer une application en 8 semaines vaut le coup quand, on va dire, cette fonctionnalité est prévue dans un outil core business dans 6 mois, 1 an? De mon point de vue, oui. Quoi qu'il arrive, oui. Je ne vois pas pourquoi on attendrait 6-8 mois alors qu'en 6 semaines, on peut tester une application. Après, la question, c'est de savoir est-ce que on peut mettre en place finalement une espèce de grosse plateforme low-code qui va s'agréger des différentes applications, ou est-ce qu'on va faire grossir notre plateforme interne? Ça, c'est, je dirais, à l'IT, à la DSI de juger ce qu'il est bon de faire. Ce que je vois maintenant de manière assez, sur ces dernières semaines, c'est que, et c'est ça qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'en fait, on bascule dans un autre sens. C'est-à-dire qu'on commence à avoir ces chefs de projet du Core IT qui nous disent « Est-ce que vous ne pourriez pas embarquer dans vos outils cette fonctionnalité de manière à faire patienter ?» Donc, ça veut dire que la logique est gagnée. Mais c'est toujours une histoire de DSI, à eux je pense, plus de répondre à cette question. Moi, j'en suis convaincu. Après, la vie ne se résume pas qu'aux grands comptes. Moi, je pousse, que ce soit les startups ou que ce soit les PME ou TPE, à prendre cette logique-là aussi pour construire leur chaîne de valeur informatique. Ok, merci beaucoup, Vincent. Donc, on voit que finalement, la performance chez l'Hermès, ou en tout cas dans ton expérience, elle a été plutôt satisfaisante, en tout cas sur cet outil low-code que vous avez, vous, mis en place. Eric, est-ce que tu peux justement nous donner un peu le revers de la médaille? Vous, donc, vous avez développé la première version de Comet dans un outil no-code. Est-ce que tu peux nous donner les avantages et les limites de ce choix? Alors, ouais, on a commencé il y a bientôt, on va fêter notre 5e anniversaire. Les 2 premières années, on était exclusivement en no-code. On utilisait principalement Bubble, Zapier, G-Sheet, et après on a rajouté Slack. Et on a quand même atteint en 2 ans un peu plus de 3,5 millions de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est déjà un peu scalable. Quand tu dis que tu accompagnais tes premières sociétés à faire leur premier million, on en est un non négligeable, surtout qu'on avait 2 ans à l'époque, donc c'était un succès assez fulgurant.
Et si on regarde la majorité des applications qu'on peut utiliser au quotidien, je ne parle pas forcément des applications sur mobile, mais plutôt des web apps, des applications web, c'est bon an, mal an, beaucoup de formes dans lesquelles on demande des choses aux utilisateurs avec des champs à remplir. On s'imagine bien, vu que nous faisons du matching, c'était dire au client, exprime ton besoin avec plein de champs permettant le plus intelligemment possible de l'aider à dire ce dont il avait besoin comme type de développeur. Et de l'autre côté, dans l'ensemble des différents freelances qu'on est allé chercher, c'était leur dire, parle-nous de toutes tes expériences, de ton savoir-être, de ton savoir-faire, etc. Donc, en fait, quand on regarde une web app, c'est quand même beaucoup de formes et de champs, et puis après, des résultats qui sont aussi sous la forme de champs pour arriver à faire ce que les personnes interagissent avec l'application. Donc, les 2 premières années, ça allait vraiment très bien, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que le matching, c'était bien, mais au début, il était un peu manuel. Il faut quand même savoir que des Uber, quand ils ont commencé leur tout début de projet, c'était quand même un Google Sheet avec des noms de chauffeurs et puis de l'autre côté des noms de clients. Donc, on a tous commencé par des post-it virtuels sur un mur. Mais par contre, quand on a voulu aller plus loin et rendre l'algo le plus intelligent possible en commençant à faire de l'apprentissage supervisé, on commence à essayer de comprendre toutes les interactions pour que notre matching soit le plus pertinent possible. Là, on a choisi de passer en code direct parce que toutes ces technos ne sont pas forcément très aisées, ne sont pas non plus trouvables en low-code ou en no-code. Je pense que ce qu'on a fait mal à ce moment-là, c'est qu'on a embrassé le full code à la place du no-code. C'est-à-dire qu'on a été un peu trop rapide à dire maintenant qu'on embauche des développeurs, je pense aussi parce qu'on a fait une grosse levée de fonds, donc ça a aidé à se sentir riche en se disant que quand on est riche, on peut se payer des développeurs. Mais en fait, ça nous a fait passer d'un monde un peu trop informatique. L'avantage du no-code, je trouve, c'est que tu restes assez près du produit. Tu exprimes ce dont ont besoin les personnes. Tu l'exprimes avec tes doigts, vu que tu mets des utilisateurs très très proches du fait de bâtir les fonctionnalités. Tu gardes cette chose qui est toujours difficile à faire dans une société, qui est le lien utilisateur-développeur, dit autrement, ce liant qu'est le produit. Donc, on est passé à ça. Honnêtement, on aurait dû y passer un peu plus lentement plutôt que de dire, tiens, on va tout recoder parce que le code, c'est bien. Et maintenant, il y a encore des pans de choses de ce qu'on fait, non plus le matching, mais des pans de choses, j'en parlerai peut-être plus tard, qui sont encore avec des outils no-code tout à fait performants et qui nous satisfont beaucoup plus que de les coder en dur. Oui, ok. Merci beaucoup, Eric. Et du coup, justement, donc, vous avez passé d'un modèle full no-code à un modèle full code. Donc là, c'était vraiment sur une question de flexibilité et également de performance, finalement, puisqu'il y a des choses que vous ne pouviez pas faire customiser et personnaliser à votre façon avec les outils no-code que vous aviez mis en place, c'est ça? Ouais, mais performance, pas au sens le serveur qui répond pas assez vite. Toutes ces choses-là, elles ont été plutôt bien des bubbles et autres ont fait d'énormes progrès. C'est plutôt l'incapacité de trouver avec des modules déjà existants ou des modules préfaits une façon de faire ce qu'on voulait vraiment, ce à quoi on voulait arriver. Donc performance au sens performance de l'applicatif pour faire des fonctionnalités qu'on n'arrivait pas à faire en code. D'accord. Ok. Donc finalement, il y a un trade-off à faire entre facilité d'utilisation et flexibilité, customisation. Il faut voir effectivement les équipes qui y a en face, puisque du coup, à la base, vous n'aviez pas forcément de développeurs et ensuite, vous avez fait le choix d'internaliser en recrutant des développeurs. Donc, quelles sont les compétences des équipes en face? Et en tout cas, à retenir effectivement le côté proximité avec les utilisateurs que permet le no-code dans vraiment pour garder tout le monde dans un mindset plus produit que full. Et puis quand on passe en code, on est obligé d'embaucher des product managers. C'est pas du tout facile parce que c'est pas des métiers très très fréquents. Et alors qu'avant, tu étais naturellement en contact de ces utilisateurs. Donc on a un peu erré dans les différents product managers avant d'arriver à trouver un équilibre qui soit vraiment bien entre nos utilisateurs et la société de service, entre guillemets, qui est certes interne, mais qui fournit le service aux différents utilisateurs. Oui. Ok.
Mais en tout cas, c'est quand même déjà une belle performance d'avoir atteint 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à Google Sheets, Zapier, Bubble et Slack. Plutôt sympa. Et je pense que en conclusion sur cette première partie, en tout cas grâce aux insights que nous ont donné Vincent et Eric, c'est que aujourd'hui, les outils permettent un niveau de performance qui est quand même élevé. Alors certes, pas forcément illimité si vous cherchez de la flexibilité, de la personnalisation et si effectivement les besoins métiers ou les besoins des utilisateurs sont plus précis que la moyenne. Mais par contre, il y a quand même de belles choses à faire, tant d'un point de vue optimisation et automatisation et test de nouvelles fonctionnalités que d'un point de vue vraiment création d'un business. Mais Laura, je pense qu'il faut faire quand même juste, excuse-moi une petite seconde, je t'attends, il faut quand même faire une distinction entre le low-code et le no-code. C'est-à-dire que je comprends parfaitement la remarque d'Eric. Il se trouve que c'est justement le choix que nous, on a fait de partir sur du low-code et pas sur du no-code qui fait que on appréhende le low-code comme surtout une capacité d'accélérer la production d'interfaces. Ce qui se passe en back-end, j'ai envie de dire, effectivement, quand j'entendais Eric, et je comprends parfaitement parler notamment d'utilisation d'un peu d'IA, de sélection automatique, etc. Ça, c'est des choses que nous, on ne fait pas forcément dans le low-code. C'est pour ça qu'on a une section aussi intelligence artificielle chez nous avec laquelle on travaille beaucoup, qui produit des endpoints que l'on utilise. Je veux dire, le low-code, comme le no-code d'ailleurs, ne peut pas embrasser 360% de la chaîne de valeur de l'informatique, enfin de mon point de vue. Tout à fait. Oui, complètement. En tout cas, c'est vrai que sur la partie facilité, ça va être plus sur le no-code, complètement focus à 100% business, etc. Et dès que vous cherchez quelque chose de plus personnalisé, les outils low-code peuvent être très performants et peuvent totalement faire l'affaire. Est-ce que dans les participants, vous avez, on va faire en fait plutôt un Q&A par partie. Donc du coup, sur cette première partie, la performance du no-code, low-code, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des personnes qui souhaitent s'exprimer? Donc vous pouvez soit mettre dans le chat, soit là, vu qu'on n'a pas encore de questions, vous démuter et poser une question. On va... Est-ce qu'on a... Ouais, Benoît? Bonjour, je m'appelle Benoît Simonet, je travaille chez Siemens pour l'éditeur low-code Mendix. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions et les témoignages que vous produisez. Je pense que les questions que vous soulevez, elles sont absolument essentielles puisque vous mettez le doigt sur des nécessités que vous avez de produire les bonnes solutions pour les métiers. Cependant, je pense qu'on ne peut pas mettre le no-code et le low-code tout dans un même panier puisqu'en fait, c'est un marché, c'est une technologie, vous l'avez aussi évoqué, Laura, il y a des tendances par rapport à ce qu'est le business. Et donc, je trouve remarquable que vous attiriez l'attention des interlocuteurs sur des points de vigilance. Après, c'est vrai que ça sera à chacune des sociétés de voir auprès des éditeurs quelles sont les capacités, de façon à bien trouver les complémentarités entre le no-code, le low-code et le code. Et je crois que toutes les plateformes ne se valent pas. Oui. Totalement. Et puis, comme vous dites, tout peut être complémentaire. Ce n'est pas un choix à faire soit code, soit no code. Comme le disait Eric, en fait, finalement, vous vous êtes rendu compte chez Comet que tout peut coexister selon les besoins et tout peut être intégré différemment selon les utilisateurs qui vont être mis devant. Et du coup, vous, chez Siemens, comment ça fonctionne alors un petit peu? Donc, nous avons une plateforme Mendix qui en fait essaye d'allier le meilleur du low-code et du no-code. Avec le no-code, effectivement, on va avoir, comme vous le disiez, des relations qui soient étroites avec le business, de façon à ce qu'il y ait cette agilité et cette rapidité qui soit très forte, de manière à mettre un projet sur les rails, être en expérimentation, être en prototypage assez rapidement. Mais on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte dans la dynamique qui est insufflée et qu'avec le low-code, on puisse aller vers la partie un petit peu plus sophistiquée de la logique des programmes. Et la plateforme Mendix est conçue de telle manière qu'on va pouvoir, au-delà du MVP, vraiment animer dans son cycle de vie les applications pour éviter les stop and go où on aurait prototypé et après on referait proprement, entre guillemets, avec du code. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on croit beaucoup. Et puis, vous l'avez souligné,
puisqu'on fait appel à des bibliothèques de composants qui sont sur étagère avec ces plateformes de conception. Il peut y avoir des limites. Et avec Mendix, on a cette possibilité d'intégrer des développements en Java ou en JavaScript dès lors qu'il manquerait des modules ou des briques de Lego, et elles vont enrichir finalement la bibliothèque de l'entreprise pour devenir réutilisables. D'accord, ok. Je précise que c'est la solution Mendix, c'est la solution qu'on a choisie chez la Hermès. Bonjour Benoît, que je connais de chez Siemens. C'est exactement ça, et c'est pour ça que je faisais la remarque sur le low-code, no-code, parce que la particularité de Mendix, c'est d'intégrer les deux. On a une solution no-code pour initier, on va dire, les premières maquettes, et on a une solution low-code pour l'industrialisation. C'est ça qui est remarquable. D'accord, ok. Bien. Et donc, les deux sont sur Mendix? Exactement, tout à fait. Il y a une seule plateforme, ce qui permet d'adresser des besoins et des métiers et de gens qui sont plus aguerris, disons, avec les techniques de développement, et ils retrouveront leurs bonnes pratiques de DevOps typiquement. Donc on ne pense pas que ça soit nécessairement pour la vulgarisation de la programmation, ça peut aussi adresser des gens qui sont des professionnels du développement. Ok, d'accord. Et donc là, c'est justement en termes d'utilisateurs, ça va être plutôt des développeurs ou d'autres types de personnes chez vous? C'est vraiment mixte. Il y a deux types. Pardon, je t'en prie, Vincent. Il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle les citizen developers chez nous, qui fait partie du training, qui sont des gens qui vont tout simplement passer de l'état de thinker à maker, qui est le mot d'ordre de Mendix, mais c'est bien trouvé. C'est-à-dire qu'ils deviennent vraiment en capacité de mettre en fonction, en image, en application, en quelques clics leurs idées. Et derrière, on a, on va dire, une partie alors, qui peut être encore, il peut y avoir encore un affinage. C'est-à-dire qu'on a des gens qui peuvent être là pour faire de la maintenance light sur les applications et qui n'auront quasiment aucune notion de développement. Et puis, ça va pouvoir monter sur un développeur classique qui veut vouloir faire une application jusqu'à l'advanced développeur qui va aller dans une application beaucoup plus complexe. D'accord. Et côté Siemens, du coup? On croit vraiment qu'effectivement, c'est ces associations qui vont marcher. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir un product manager qui sera embarqué dans la démarche, mais il y aura toujours dans la notion agile un Scrum Master qui fera en sorte que la bonne compétence soit embarquée au bon moment. Et encore une fois, ce qui va compter, c'est de pouvoir supporter avec la plateforme chacune des étapes du cycle de vie des applications. Donc la nature des profils qui sont embarqués à chaque stade, je crois, elle diffère. Il y aura peut-être beaucoup le métier qui va être embarqué au départ parce que de manière très très vite dans les premiers sprints, on va caler le projet et après, ça sera beaucoup plus une démarche de disons, d'enrichissement, de validation des fonctionnalités pour après piloter son déploiement et son entretien. Ok, très clair. Bah, merci Benoît, très intéressant. Est-ce qu'on a une autre question de la part des participants? Bonjour à tous, c'est Ryan Lauber de Fuzzy Logic Robotics. Nous, on fait un software qui facilite l'utilisation de robots industriels et à travers une interface qui est effectivement no-code, mais il y a un élément de low-code derrière. Et dans mes diverses conversations avec les différents utilisateurs, je trouve ça assez intéressant la question de où est-ce qu'on place le curseur. Pour le coup, no-code, c'est très facile parce que c'est binaire. On a du code, on n'a pas du code. Par contre, low code, il y avait une longue période où Visual Basic était considéré du low code. Donc, qu'est-ce que vous considérez low code et comment ça se joue en fonction de l'utilisateur? Je pense que c'est lui qui dicte au final. Mais comment vous faites comme, on va dire, fournisseur de software aguerri? Alors, de mon point de vue, ce qui distingue peut-être probablement le no-code du low-code, c'est une histoire d'architecture. C'est-à-dire qu'on est dans une utilisation toujours extrêmement simple et qui remonte à l'essence, de mon point de vue, du développement. Enfin, moi, ce que j'ai appris dans mes vieilles années d'école d'ingénieur, et ce qui n'a pas beaucoup bougé, sur la conception, l'architecture, la partie logique, la partie interface, la partie data model, qui sont les trois grands piliers d'après moi, on arrive à avoir une espèce de, si vous voulez, de cohérence justement d'industrialisation. C'est comme ça que je considère le low-code, dans le sens où, comme le rappelait Benoît Simonet aussi, on a capacité dans le low-code d'avoir une vraie réflexion d'architecture entre guillemets de développeurs, enfin si on peut dire ça tant qu'il soit, mais une capacité aussi de pouvoir sortir de temps en temps des chemins battus quand on est bloqué, ce
qui ne veut pas dire faire du développement spécifique, ce qui veut dire rajouter, on va dire, réalimenter notre système low-code avec des composants qu'on va construire et qui vont être utilisés dans notre chaîne de nature low-code, en fait. Je vais pouvoir vraiment introduire, par exemple, des notions d'appel de endpoint, de récupération de données en JSON, etc. Donc, qui demandent quand même des choses un petit peu plus aguerries. Ok, intéressant. Ok. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à la prochaine thématique. Merci aux speakers et aux participants pour vos questions. Donc, la prochaine, c'est sur les objectifs et le ROI qu'on peut attendre de ces outils no-code, low-code. Quelle est la finalité finalement des plateformes low-code, no-code en entreprise? Et je vais poser la question du coup à Romain de Bouygues Telecom, responsable innovation IT. Donc, vous utilisez depuis plusieurs années des outils qui vous permettent d'automatiser des processus. Pourquoi aujourd'hui est-ce que vous souhaitez aller plus loin avec le low-code? Alors, nous, effectivement, pour l'automatisation, on s'est tourné vers le RPA, donc le Robotic Process Automation, en 2017, il me semble. L'objectif, c'était évidemment de gagner en efficacité, d'automatiser des tâches rébarbatives avec ces robots applicatifs. Ça, c'était le premier point, mais c'est surtout, en fait, on avait fait un choix d'origine qui était de mettre la solution dans les mains des métiers. Un peu comme ce qui est fait par Vincent. Et donc, on a dit, les métiers vont prendre la solution en main et ça va leur permettre de gagner en agilité et en autonomie. Justement, s'ils ont besoin de quelque chose rapidement, de tester quelque chose rapidement, de lancer quelque chose rapidement, lancer un service, sans forcément attendre les délais, on va dire, d'un projet IT, même si notre DSI est quand même puissante et relativement agile. On a tous des roadmaps très chargés. Donc ça c'était quelque chose de fort et ça a très très bien pris. Les métiers ont adhéré, ils ont recruté leur propre développeur RPA, ils ont automatisé énormément de choses. Et ça, quand je dis ça a très bien pris, ça se compte en millions d'actes, plusieurs millions d'actes par an qui sont automatisés par des robots. Mais voilà, ça a presque un peu trop bien pris parce qu'aujourd'hui, on voit un plateau. C'est-à-dire qu'on a automatisé, je pense, à peu près tout ce qui était facilement automatisable et tout ce qui générait de la valeur en étant automatisé. Il faut savoir un robot, c'est quand même un petit peu de temps à développer, c'est du temps à maintenir. Donc, on n'automatise pas tout et n'importe quoi, on automatise tout ce qui a un certain volume quand même minimum. Et aujourd'hui, on a le sentiment que voilà, on a fait un peu, on commence à atteindre le plateau. Donc, on voit deux axes à ça. Un premier axe, c'est d'automatiser des choses plus complexes, notamment par l'ajout de machine learning ou d'IA. Mais surtout, il y a un deuxième axe qu'on voit assez fort, c'est au-delà de l'automatisation, comment on donne encore plus de pouvoir à nos directions métiers. Et c'est là qu'arrive le low-code en deuxième souffle. Donc voilà, c'est vraiment pour ça aujourd'hui on se tourne vers le low-code, c'est qu'on se dit, au-delà d'automatiser des processus, les directions métiers, ils vont pouvoir expérimenter des nouveaux process, ils vont pouvoir développer des outils interactifs, ils vont pouvoir valider des démarches qui sont plus complexes. Et voilà, donc c'est vraiment pour donner encore plus d'autonomie à nos métiers et d'agilité qu'on souhaite mettre ça en place. Ok, donc là, ça va vraiment être pour le coup, ce focus, il va être pour les métiers, pas forcément pour les développeurs, de les aider justement sur leur valeur ajoutée. Ouais, alors on se pose la question aussi. Et d'ailleurs, en ce moment, toute la réflexion autour de la démarche low-code, on inclut également des acteurs DSI pour commencer à réfléchir à ça. Mais pour nous, c'était vraiment un autre chantier. En fait, c'est deux chantiers de transformation différents qui sont quand même intimement liés. Mais c'est pas les mêmes populations qu'on va transformer, c'est pas pour atteindre les mêmes buts. Et c'est deux chantiers séparés. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la démarche vers les métiers. Mais on essaye de ne pas oublier non plus en tâche de fond cette transformation qui peut arriver également à la DSI. D'accord. Et du coup, donc, concernant les métiers, eux, ça va être les demandes qu'ils vous ont faites ou dans les discussions que vous avez pu avoir avec eux, ça va être
plus sur de l'amélioration de leur productivité, d'automatisation ou de les aider à mieux faire leur métier? Ou est-ce qu'il y a également une vision de proposer, une vision plus business, de lancer de nouveaux services, tester de nouveaux business models, de nouvelles fonctionnalités? Alors, sur les premières directions là, avec qui on commence à travailler sur le sujet, on est plutôt sur l'approche l'employé augmenté. D'accord. Alors, tester de nouveaux services, oui, on pourrait. Mais pour l'instant, on est vraiment sur comment on met dans les mains de nos employés Bouygues Télécom des outils qui sont meilleurs, comment on les met rapidement en œuvre. C'est des choses qu'on fait déjà avec le RPA. Et le low-code permettrait d'aller plus loin avec toute cette notion d'interactivité, d'agilité. Voilà. D'accord. OK. Donc, on voit qu'il y a eu un petit peu une évolution aussi dans vous, votre réflexion sur ces outils. D'abord, l'automatisation, ensuite, plutôt sur la productivité, l'employé augmenté, et peut-être un jour à terme, une vision plus business focus sur l'augmentation du chiffre d'affaires pour Bouygues Télécom. Alors attention, l'employé augmenté peut générer à la fois énormément de chiffre d'affaires, énormément de rétention. On travaille beaucoup, typiquement, aujourd'hui, Bouygues Télécom travaille énormément sur l'outillage qu'il donne à ses conseillers de clientèle. C'est très important d'avoir des conseillers de clientèle qui sont très bien équipés, parce qu'il faut pouvoir répondre à nos clients de manière pertinente, pouvoir répondre rapidement, pouvoir faire les bonnes suggestions au bon moment, et ça peut être des suggestions commerciales au bon moment. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille énormément, à la fois avec le RPA, l'IA et bientôt le low-code. Ouais, ok, d'accord. Super. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, Romain. Les directions métiers, ou en tout cas même les potentiels futurs utilisateurs que tu as pu rencontrer, avec qui tu as pu discuter, est-ce que c'est des personnes qui, de base, ont un certain bagage technique, qui ont une compréhension produit techno, ou est-ce que pas du tout? C'est vraiment les collaborateurs lambda, sans compétences forcément technologiques de Bouygues Télécom? Alors, c'est les personnes avec qui on est en train de lancer ça, c'est effectivement des gens qui ont plutôt une appétence technique, pas forcément un profil technique, mais une appétence technologique naturelle, Okay. et surtout qui ont déjà, qui sont naturellement dans le fonctionnement de leurs équipes, qui sont assez innovants, qui lancent régulièrement des nouvelles choses et qui sont assez autonomes. L'idée étant d'en faire une vitrine, pour qu'après, par capillarité, ça atteigne les autres directions. Oui, d'accord. Ok, très clair, merci beaucoup. Alors Amine, donc toi tu as créé Blendies, donc une solution no-code d'automatisation pour les directions métiers. Alors est-ce que tu peux nous dire, toi, quel est l'objectif chez tes clients quand tu installes Blendies, quand tu leur vends Blendies? Quel est l'objectif et quel peut être l'impact, vraiment, le ROI business qui peut y avoir chez tes clients? Les clients, la plupart du temps, en fait, quand ils se posent effectivement la question de mettre en place un projet de transformation digitale, très vite, on va avoir plusieurs outils qui vont être dans cette réflexion. Ça va être, par exemple, je vais utiliser un CRM, je vais utiliser un outil de facturation, je vais peut-être utiliser des outils de marketing automation. Donc, très vite, il y a pas mal d'outils qui sont effectivement dans cette construction de la transformation digitale. Et ensuite, derrière, très vite, il y a cette notion d'interopérabilité qui est de dire, OK, j'ai plein d'outils, potentiellement no-code, low-code. Comment je fais pour les articuler les uns avec les autres, pour répondre en fait à mon besoin qui est de mieux servir mes clients, qui est de développer un nouveau service, par exemple une plateforme de e-commerce, etc. Et donc, très vite, ça crée en fait pas mal de remous, parce que le sujet d'intégration n'est pas forcément facile a priori. Je dirais que sur les 10 dernières années, c'était plutôt sur les 20-30 dernières années, c'était plutôt un sujet IT back-office. Et en fait, tout ce qui est plateforme no-code, low-code, par exemple les CMS qui permettent de développer très vite un site web, etc., ont mis ce sujet intégration aux mains des utilisateurs métiers.
Et donc, le sujet, c'est de dire, OK, j'ai ce projet de transformation, c'est ça mon objectif, je veux développer un nouveau service, un nouveau business. Et du coup, comment je fais pour que, par exemple, le flux de mes données soit cohérent et que je puisse facilement les manipuler avec les différents outils que j'ai. Il y en a certains, alors après, ça dépend de la typologie des clients, puisque en fonction de la typologie de client, on va avoir une maturité plus ou moins forte sur ces sujets d'intégration. Et donc, nous, on se positionne là-dessus pour les aider en fait à très vite intégrer, donc automatiser les flux de données, automatiser les processus métiers, sans avoir besoin de compétences techniques. Alors après, pour répondre sur quel est l'ROI et qu'est-ce que ça apporte, en fait, les entreprises, elles ont aujourd'hui, au-delà de la transformation digitale qui est un enjeu, elles ont aussi une rapidité d'exécution qui est obligatoire en fait pour survivre. L'exemple de Comet, c'est un très bon exemple, c'est-à-dire qu'en 3 ans, ils font 3 millions de chiffres d'affaires. Mais ça, en fait, c'est la réalité pour n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire que si ce n'est pas vous qui allez à cette vitesse-là, vous avez vos concurrents qui peuvent effectivement utiliser en fait, des plateformes no-code, low-code pour faire ce que vous avez pensé et qui, en 2 semaines, ils ont un MVP et en 6 mois, ils prennent le marché, en fait. Et des exemples très concrets, quand j'étais encore chez Salesforce, il y avait des très grosses entreprises qui ont compris ça, en fait, qui ont compris que le low-code, le no-code leur permettait en fait, de gagner du temps et derrière de pouvoir générer plus de business en un laps de temps beaucoup plus réduit. Et notamment, on avait un client qui vendait donc des pots de yaourt. Et donc, sur ces pots de yaourt, ils avaient besoin, sur un lancement de produit, de tester à chaque fois leur marché pour voir un peu si ce produit-là, qui n'était pas du tout tech, fonctionnait ou pas. Avant en fait d'utiliser des plateformes no-code, low-code, souvent ce qu'elle faisait, c'était un projet de développement IT pour utiliser une application de survey, de feedback, etc. Et donc, entre le moment où il lançait le produit et derrière il récoltait le feedback, il passait 6 à 9 mois. Parce qu'il fallait faire des focus group, etc., etc. Ils perdaient un peu de temps. Ils n'avaient pas forcément la tech pour pouvoir le faire. Et puis, en utilisant donc, des technos low-code, no-code, sur chaque nouveau lancement de produit, ils avaient la possibilité de créer une application de survey en 2 semaines et de le mettre à disposition en fait, directement dans les magasins pour pouvoir, en fait, sur le terrain, quand effectivement ils faisaient des sessions de testing, pouvoir récolter les feedbacks et derrière identifier si ce produit allait marcher ou pas et le commercialiser beaucoup plus vite. Donc là où avant, il passait 6 mois à réfléchir le truc, à faire des focus group, etc. et où il n'y avait aucune automatisation, aucune gestion en fait lean, je dirais, de ce processus, et en quelques semaines, quelques mois, à travers des plateformes no-code, low-code, ils avaient la capacité de récolter du feedback et de savoir si le produit en question était en mesure d'être intéressant ou pas sur le marché. Donc, du coup, c'est vraiment le ROI, il y a plusieurs niveaux. Il y a cette notion de temps, c'est-à-dire, et Romain l'a très bien présenté, c'est-à-dire qu'à travers un robot RPA ou à travers de l'automatisation de flux, d'intégration, on va beaucoup plus vite puisque la machine est en capacité de faire plus que ce que peut faire l'homme sur des tâches très répétitives. Et puis ensuite, il y a potentiellement les enjeux sur le PNL, c'est-à-dire est-ce que je vais, à travers des outils no-code, low-code, potentiellement développer des nouvelles offres de services, les développer plus vite, générer plus de chiffre d'affaires, etc. Ou sinon, optimiser mes coûts, puisque la personne qui était chargée, par exemple, de traiter des factures à la main, à travers une plateforme no-code, low-code, potentiellement, c'est une machine qui le fait, et tout le temps qui était perdu par cette personne-là peut être alloué sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc c'est comme ça qu'on mesure le ROI en fait, de ce qu'on fait chez nos clients, hein. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à bien savoir que ce qu'on fait a de la valeur, puisque in fine, si pour nous, ça apporte pas en fait de transformation sur le PNL, puisqu'on est beaucoup focusé sur des sujets relation client, parcours d'automatisation autour de la facturation, autour de l'onboarding, etc. Du coup, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée de passer sur du low-code, no-code. Oui, bien sûr. OK. Donc finalement, il y a une chose, Aline, que j'ai remarqué aussi dans certains comptes clients, parce qu'on commence à avoir une certaine demande de no-code et de low-code, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de clients qui ont du mal à exprimer à leurs développeurs ce qu'ils veulent faire. Et quand tu leur donnes une maquette no-code, low-code qui marche très bien,
et qui prouve exactement ce dont ont besoin les utilisateurs, tu as gagné quelquefois des mois et des mois de spécifications avec des gens qui tournent en boucle. Tout à fait. Donc nous, pourquoi aussi, alors juste pour comprendre aussi, c'est une très bonne remarque, Eric, c'est pourquoi on a créé Blended. Parce qu'en fait, quand j'étais effectivement chez Salesforce, quand on met un projet CRM en place, donc très vite, en fait, alors dans le cas de Salesforce, on a ce qu'on appelle des sprints de dev qui vont assez vite, dans le sens où on a une solution qui est standardisée pour tout le monde, c'est une solution cloud, etc. Et puis ensuite, on fait des sprints pour customiser cette solution. Donc, on est très proche du métier. Et en fait, ce qu'on avait constaté, c'était qu'effectivement, il n'y avait plus besoin de cette élaboration du cahier des charges à proprement parler. Là où avant, en fait, on avait besoin de rédiger toutes les spécifications fonctionnelles et techniques en disant, voilà, j'ai envie que tel bouton soit à tel endroit, que telle fonctionnalité fasse ça, etc., etc. Là où effectivement il y avait un trou dans la raquette, c'était sur l'intégration. C'est-à-dire que dès qu'on avait fait tous ces sprints, on revenait en fait sur ces sujets d'intégration, sur des processus à l'ancienne où il fallait tout détailler sur quels sont les flux de données, pourquoi, comment, etc. Et là, ça devenait l'enfer, que ce soit pour des grands groupes ou même pour des PME et TI, parce qu'en fait, les ressources pour pouvoir gérer tous ces processus d'intégration étaient déjà stretch. Donc du coup, leur rajouter donc, sur un projet CRM ou sur d'autres projets, de faire des specs, etc. Du coup, ça pouvait être un peu laborieux. D'autant plus que souvent, les entreprises, il y a une fonction dans les directions informatiques qui est entre le métier et l'IT, c'est l'AMOA, c'est-à-dire assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et souvent, ça fait défaut, c'est-à-dire que ces ressources, elles ne sont pas forcément tout le temps disponibles, etc. Et donc, pour pouvoir faire avancer les différents projets, ces personnes qui étaient entre le métier et l'IT, elles sont déjà surchargées, donc elles ne pouvaient pas forcément aider en fait, à faire avancer les choses. Donc effectivement, quand on a, que ce soit sur des sujets très fonctionnels, une application, etc., déjà en fait un existant, c'est plus facile en fait de faire avancer le projet parce que c'est de la customisation, c'est pas vraiment du dev. Et sur la partie intégration, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on arrive déjà avec des connecteurs prêts à l'emploi, quand on arrive déjà avec une certaine modularité, très vite, c'est très facile en fait je dirais, de transformer un peu les choses sans refaire tout un process IT avec des spécifications, des tests, etc. Oui. etc. D'accord. Ok, super. Merci à tous les deux. Donc, pour faire une petite conclusion sur ce sujet, les objectifs et le ROI, en fait, donc, effectivement, ça dépend de votre projet, évidemment. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés en interne, soit par les directions, les DSI, soit là, on voit la direction innovation IT qui va pousser là dans les deux grands groupes qu'on a autour de la table, l'RMS, Bouygues Telecom, ces sujets au sein des métiers. Ça peut être des sujets pris en charge dès le départ par les métiers. Et dans tous les cas, le low-code, ça peut être utilisé, enfin c'est surtout forcément utilisé par les développeurs, tandis que le no-code peut être utilisé par tous les métiers, même si effectivement on voit qu'une appétence techno, ou en tout cas sur la logique de construction, est importante pour pouvoir prendre en main plus facilement ces solutions-là. Et en termes de ROI, concrètement, donc il y a le temps qui va être divisé par 10 presque. Ça dépend des projets, mais en tout cas, sur la création de nouvelles applications. Ce qui permet de prendre le marché plus vite, d'éviter qu'un concurrent se mette en place, ou en tout cas de rester leader du marché quand vous l'êtes. Et de l'autre côté, une optimisation des coûts avec moins de ressources demandées, des ressources qui vont être réallouées sur des sujets à plus forte valeur ajoutée ou d'autres sujets. Donc, on a un ROI et des objectifs qui peuvent venir un peu sur différents métiers, différents sujets dans l'entreprise. On est un petit peu en retard, donc je vous propose de passer directement au thème 3. Je vois une question qui est justement sur ce thème-là. Alors du coup, donc, on parle de sujets technologiques, mais bien sûr, derrière ces technologies, ce sont des personnes, des humains qui vont les utiliser. Donc, il y a beaucoup de notions de comment les utiliser, comment amener ces métiers ou ces développeurs à utiliser ces sujets, à ces outils, à prendre en charge les projets no-code, low-code.
Donc, je m'adresse maintenant à Vincent. Vincent, chez Euler Hermès, vous êtes assez en avant sur, en tout cas, les sujets low-code, no-code. Toi, quel serait ton conseil là pour les entreprises, les gens qui appartiennent à des grands groupes, notamment qui sont présentes dans la table ronde, pour favoriser une culture plus agile? Je sais que chez Euler Hermès, vous avez mis en place des formations, par exemple, sur les outils low-code, no-code. Alors, déjà, quand on parle d'agilité, aujourd'hui, ça veut un peu tout et rien dire. De mon point de vue, il y a deux orientations. Soit on prend l'agilité pour, on va dire, une nouvelle méthode de gestion de projet organisationnel, on met des post-it, on a des sprints, c'est super. De mon point de vue, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que de mon point de vue, ça, c'est, si vous voulez, c'est l'appropriation justement de la partie IT de l'agilité. Voilà, on est censé être plus transparent. La vérité, c'est que des équipes aussi utilisent l'agilité pour faire des projets aussi longs et aussi rébarbatifs et compliqués. Donc, il faut bien comprendre l'agilité. Pour moi, c'est une transformation pour du bien-être humain. C'est un peu ce que j'ai placé un peu dans toute ma carrière, que ce soit chez Hermès ou dans mon métier d'entrepreneur. Et il y a quand même beaucoup de choses à corriger aujourd'hui. Déjà, la première chose dont parlait Amine, et je suis tout à fait d'accord avec lui, la répétition. Et d'ailleurs, Romain l'a cité aussi. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point les métiers dans les grands groupes et dans d'autres entreprises passent un temps infini à faire des choses qui, pour moi, sont juste totalement inutiles. C'est-à-dire que quand je vois des collaborateurs qui passent des semaines entières à travailler sur des fichiers Excel de 50 ou 60 mégas, tout le monde ici l'a déjà rencontré, hein, c'est pas la peine, je ne vais même pas faire un sondage, on l'a tous déjà vu. Je trouve ça, alors qu'on est dans une ère agile, je trouve ça honteux. Je trouve horrible de voir des gens qui vont, et nous on le voit parce que quand on fait nos outils low-code, justement par exemple des outils internes, finalement le premier use case qu'on avait, et moi je me souviens du tout premier use case, c'est je conçois un outil de documentation juridique pour l'AMS en interne. On a nommé le nom de l'outil de la personne qui avait créé le fichier Excel, qui travaillait dessus depuis presque 15 ans, quoi. Il y a quelqu'un qui travaille sur un fichier Excel depuis 15 ans. On rêve, quoi. Est-ce que c'est une valeur ajoutée? Je ne sais pas, quoi. Donc déjà, cette notion de répétition, on l'enlève. La deuxième, là c'est un peu mon expérience qui parle, le débat des gourous du code. Dans toutes les sociétés, on a des gourous, des spécialistes du Node, des génies du Django, des aficionados du Java, etc. C'est gentil, ça ne parle qu'à eux. Très clairement, qu'est-ce que ça demande pour des équipes IT comme nous en interne? Ça veut dire que si on bosse sur 8 projets avec 8 langages différents, on est censé, si on veut suivre le projet, connaître les 8 langages. Personnellement, j'en ai appris en 20 ans. Ça m'a permis d'apprendre effectivement 6-7 langages parce que je m'intéressais. Mais est-ce que ça m'intéresse? C'est ultra complexe, quoi. Avec le low-code, je prends un outil, nous on travaille avec beaucoup de providers qui font aujourd'hui de la production low-code. On prend l'application du provider, on lit dedans comme dans un livre. J'ai pas besoin de connaître la notion technique. Je navigue dans mon application, je sais si elle est cohérente, je sais si les best practices ont été résolues. Troisième notion, et ça c'est quand même pour moi la plus importante aussi, enlever justement le fossé entre celui qui va concevoir l'application ou développer l'application et finalement, enfin, ce dont on n'a pas parlé depuis le début, le client, quoi. On fait tout ça pour nos clients. On fait tout ça, comme disait Amine, pour que nos clients, ils arrivent devant des interfaces où, voilà, ils se sentent à l'aise et ça va beaucoup plus vite. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a effectivement des élans de start-up, de fintech qui débarquent sur les marchés avec des gens qui disent oui, bon, ils sont nouveaux, etc. Mais regardez, excusez-moi, regardez l'interface d'une solution de start-up aujourd'hui et regardez les interfaces des mastodontes. Je vais prendre un seul cas dans mon cas d'entrepreneur. J'ai voulu choisir une solution comptable. Je ne citerai pas la solution, on va dire, qu'on m'a recommandée, qui existe depuis 30 ans, qui existe, mais c'est une aberration en termes d'interface, une aberration. Et c'est pas moi qui en pâtis, c'est ma comptable. Je la vois travailler et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, j'utilise des outils low-code où on est en drag and drop, ça va très vite, etc. On est encore sur des solutions hyper connues à la fois, qui sont d'une pauvreté d'interface, voilà. Donc sur l'humain, il y a beaucoup d'aspects. Maintenant, sur la partie, et je vais aller très très vite, je sais qu'on est en retard, sur la partie formation, oui, il faut former.
il faut former de plusieurs façons. De mon point de vue, il faut former les directions aussi IT à la notion de low-code, parce qu'elles ne sont pas forcément aguerries par ça, donc il faut les accompagner. Ce que fait notre prestataire Mendix de manière assez remarquable, d'avoir, bon, on va dire, dans une logique américaine aussi, un accompagnement, si vous voulez, du mindset de l'entreprise, comment on passe au low-code, etc. D'accord. C'est la première formation. La deuxième formation, c'est effectivement se former ce qu'on appelle nos citizen developers. Et là, il faut une formation en bon ordre. Dans la logique no-code, low-code, il y a beaucoup de formations en ligne. Alors moi, je suis mitigé sur le sujet. Tous les collaborateurs, et il y a des régions qui refusent, si vous voulez, de prendre une formation propre que nous, on met en place avec nos partenaires et nos providers. Donc, du coup, ils nous disent non, ils vont la regarder, la formation en ligne. Je suis assez mitigé là-dessus. C'est-à-dire que oui, pour tester, pour regarder ce que c'est que le low-code, toutes les solutions, que ce soit Mendix ou d'autres, ou System, proposent un onboarding gratuit où on peut tester. Mais je suis un peu mitigé. Par contre, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on forme bien? Nous, on ne savait pas le faire chez l'AMS. On s'est basé finalement, on s'est posé la question, et c'est probablement ce qu'on fera aussi pour le recrutement. On parlera aussi de la partie développeur. Nous, on s'est basé sur l'expérience de nos providers en low-code. On leur a dit, mais vous, comment est-ce que vous formez déjà vos développeurs en interne et comment est-ce que vous formeriez des gens de système développeurs? Donc, on s'est accordé avec eux, on a construit on va dire toute une gamme de formations qui sont déroulées, qui se passent bien et qui se remportent un franc succès chez nous. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ça marche. Et du coup, Amine, justement, toi, sur un peu l'évolution du job des développeurs, voilà, des métiers, qu'est-ce que ça va amener, en fait, ces outils sur l'évolution du métier de développeur en entreprise ou des métiers plus de marketing, sales, product Alors, si on prend le métier de développeur, je pense qu'il va évoluer avec plus de la spécialisation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, à travers les plateformes no-code, low-code, effectivement, on peut créer un site web, on peut créer une application, on peut créer des flux. Et donc, le sujet pour ces développeurs, sachant qu'il n'y en a que 0,3%, c'est d'aller sur en fait, des sujets un peu plus complexes, typiquement l'intelligence artificielle, où on en est qu'au début et où effectivement, il n'y a pas encore beaucoup de plateformes no-code, low-code, sur la gestion de la donnée. Parce que typiquement, quand on fait un projet de transformation digitale, nous, ce qu'on voit avec Blendies, très vite, les clients, ce qui les intéresse, c'est d'exploiter la donnée et de pouvoir avoir effectivement des insights sur ma typologie de client, ma segmentation, etc. Donc, du coup, les développeurs, là où avant, ils faisaient juste du code pour développer des apps, potentiellement, ils doivent prendre en compte ces nouveaux usages en fait, qui sont impliqués par le no-code, low-code, mais également par, au sens large, toutes les innovations en fait, d'un point de vue tech. Et donc, ils vont être plus sur des aspects data, des aspects IA, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et après, sur les métiers, je pense que là où avant, effectivement, les métiers étaient toujours en attente par rapport en fait, à des projets IT, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend un grand groupe, souvent, c'est voilà, bonjour, je vais voir ma DSI, j'ouvre un ticket et voilà ce que je veux développer et j'attends que ça devienne prioritaire dans la roadmap IT. Aujourd'hui, c'est plus trop ça. C'est-à-dire que là où avant, ils étaient en demande, là maintenant, ils peuvent être très proactifs et ils peuvent effectivement être extrêmement, que ce soit un directeur marketing, que ce soit un responsable opération, etc., être en fait précurseur et être moteur en fait dans ces nouvelles applications, parce que potentiellement, on peut imaginer un scénario, et ça arrive, où on a des utilisateurs qui développent quelque chose, qui commencent quelque chose avec un outil low-code, no-code, et qui ensuite vont voir l'IT en disant, voilà, en fait, j'ai fait ça de mon côté, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que ce soit déployé sur beaucoup plus de pays ou beaucoup plus de business, parce que voilà, ça marche chez moi et ça fonctionne et j'ai fait ça un peu tout seul. Donc là où avant, ils n'avaient pas du tout le pouvoir, les métiers, pour tester des choses, pour mettre en place de nouveaux services, de nouvelles applications, aujourd'hui, ils ont cette capacité à effectivement le faire. Donc s'ils ont cette appétence et si c'est en fait je dirais, quelque chose qui peut leur apporter de la valeur dans leur business, il ne faut pas qu'ils se brident, en fait. Potentiellement, ils peuvent commencer et ensuite, derrière, rattraper les wagons avec la DSI. Je pense que c'est un élément qui est important dans le sens où, là où avant, on n'avait que des gens qui avaient cette expertise métier sans avoir cette appétence digitale. Aujourd'hui, de plus en plus,
on a cette appétence digitale où effectivement, l'utilisation de no-code, low-code devient un peu, je dirais, de la norme pour ces métiers. Et donc, du coup, ils peuvent aller voir leur DSI ou leur équipe informatique et leur dire, voilà, moi, j'ai déjà testé ça, est-ce qu'on ne peut pas le déployer à plus grande échelle? D'accord. Mais c'est un point complexe, la question du développeur, parce que vous comprenez bien qu'on parle depuis le départ de créer des applications rapidement, mais surtout avec très peu de personnes qui le développent. Je veux dire, nous, des applications, on a un lead développeur, un développeur maximum. Maintenant, vous comprendrez peut-être plus la réaction des DSI que j'estime normale dans le fait de se méfier un petit peu, de regarder, d'accompagner, d'être quand même moteur, parce que on en parlera après, mais sans DSI, il n'y a pas d'implantation du low-code, du moins dans les grands groupes. Par contre, dites à, on va dire, à une direction IT qui possède, 45-50 développeurs sur des projets multiples. Écoutez, nous, on a une solution, ça réduit vos équipes à 1/10. J'ai envie de dire, c'est comme à l'armée, quoi. Ils dépensent pas leur essence en fin d'année et ils n'ont pas de budget pour l'année prochaine. Donc, il faut les convaincre. Il faut leur dire non, attendez, on va pas tout supprimer. Ce qu'on va faire, c'est que, et c'est ça l'esprit de la transformation, donc la logique des deux questions est assez bonne, c'est qu'on va transformer aussi le métier de développeur. C'est-à-dire que des développeurs high level vont avoir des niveaux beaucoup plus structurants, architecture, et par contre, ça va faire ressortir d'autres notions. On parlait d'humains, mais par exemple des personnes qui sont développeurs depuis 20 ans dans les sociétés, qui très souvent, avec l'arrivée des jeunes génération Z, super techno et compagnie, se sentent un petit peu délaissés. On va pouvoir leur redonner aussi une place en disant, non, maintenant vous avez possibilité de participer à ces projets. Vous ferez pas que du COBOL. Vous pourrez évoluer un peu on va dire, de langage de programmation. Ça va redistribuer. C'est sûr que ça va redistribuer les cartes. La question étant, et ça, c'est Eric qui le disait bien, la question étant, est-ce qu'aujourd'hui, on a des profils de développeurs low-code sur le marché? Je suis pas sûr. On en Il y a a un peu, autre- et après, Il y a un c'est autre une aspect. question. Pardon. Vas-y, je t'en prie, Laura. Non, mais je voulais juste dire, effectivement, donc on demande aux métiers qui ont une appétence, aux collaborateurs métiers avec une appétence digitale, d'être proactifs, mais encore faut-il qu'ils éventent et qu'ils connaissent ces outils, cette possibilité de faire des choses et d'être maker. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une approche top-down qui est indispensable, soit de la direction générale, de la DSI ou des directions métiers qui doit leur dire, vous avez la possibilité de le faire. Parce que c'est encore des outils qui sont des technologies un peu méconnues, notamment dans les grands groupes. Et micro-anecdote, on a lancé une communication sur le low-code chez nous. Vous voyez que moi, quand je fais des webinaires comme ça sur LinkedIn, je suis contacté par des gens de la RMS qui me disent « Ah, c'est génial ce truc, est-ce qu'on pourrait le faire ?» Mais en fait, on l'a déjà. On a communiqué, mais bon, les communications, c'est pas formidable. Donc, effectivement, il faut divulguer Amine avait quelque chose à dire. Non, pas de souci, Vincent. Non, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que les notions en fait qu'on aborde, c'est le change, qui souvent en fait sont liés en fait au métier. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec ces plateformes no-code, low-code, il y a aussi du change d'un point de vue IT/DSI. C'est-à-dire que souvent, quand on met en place un outil, peu importe que ce soit no-code, low-code ou autre, côté direction métier, on aborde en fait ce sujet change dans le sens où voilà, on dit potentiellement il y a des formations à mettre en place, il y a une adoption à mesurer, etc. Là où côté DSI, souvent c'est pas forcément un sujet qui est immédiat. Et le no-code, low-code pousse aussi, pour reprendre un peu ce que dit Vincent, à ce change aussi côté DSI pour mieux accompagner les boîtes. Sur leur côté métier, mieux accompagner les utilisateurs sur de l'UX, de l'UI, ce genre de choses. Et ça passe effectivement aussi par un catalogue de formation à jour. Donc, les directions RH doivent aussi prendre connaissance de ces sujets-là et s'intéresser et pouvoir fournir aux collaborateurs la possibilité de se former. Merci beaucoup à tous les deux. On est un petit peu en retard, donc je vous propose de passer au sujet numéro 4, un peu lié donc aux enjeux humains d'ailleurs, la gouvernance des projets low-code, no-code. Alors, je laisse la parole du coup à Romain. Aujourd'hui, à ton avis, quel doit être justement le rôle
d'une DSI ou votre rôle, vous, dans ton équipe, dans la mise en œuvre et la réussite des projets no-code, low-code en entreprise? Alors, le rôle de la DSI, déjà, peu importe à qui s'adresse l'outil, que ce soit du low-code, du no-code, etc., je pense que le premier rôle de la DSI, c'est déjà d'avoir une solution low-code dans son catalogue de services, dans son offre de services. Parce que pour assurer le succès de la démarche low-code, no-code, il y a quelque chose d'important, c'est que la technique doit être irréprochable. Les outils doivent être accessibles, les outils doivent être disponibles, ils doivent être performants. Et ça, la DSI, c'est quelque chose qu'elle sait faire, mettre à disposition des outils. Donc, pour moi, c'est vraiment le premier rôle. Avant tout, il faut que ça marche. Et donc, c'est le rôle de la DSI de faire ça. Après, alors nous, notre modèle, effectivement, on part sur quelque chose, sur un modèle plutôt citizen dev et plutôt no code. Citizen dev, est-ce qu'on peut peut-être rappeler rapidement ce que ça veut dire? Alors, c'est des développeurs qui sont directement dans les équipes métiers. Donc, c'est pas des. Alors, après, il y a différentes notions. Ça peut être souvent, c'est du développeur sur des technologies un peu différentes des développeurs qu'on trouve dans les équipes IT. Mais bon, après, chacun son organisation. Voilà. Et donc, nous, la force qu'on a, c'est quand même qu'on est l'équipe innovation. Alors, moi, mon équipe, c'est vraiment l'équipe innovation IT. Donc, on a une approche hyper business. Donc, on est très proche des problématiques métiers. Mais en même temps, on est rattaché à la DSI. Et donc, on est toujours connecté à la réalité d'un système d'information, je dirais. À la fois en termes de développement, de déploiement, de maintenance, de sécurité. Et donc, c'est super parce que nous, on fait vraiment le lien entre les équipes, les citizen dev finalement, qui font un peu les trucs comme ils veulent en autonomie, et puis la réalité de l'IT derrière. Donc, nous, notre rôle en tant qu'équipe innovation, cette fois, et pas uniquement DSI, c'est vraiment de piloter la démarche. C'est de la mettre en œuvre, c'est d'accompagner. C'est d'avancer main dans la main, à la fois côté IT pour l'outillage et à la fois côté métier pour les faire progresser, les transformer. Et voilà, c'est vraiment d'accompagner la démarche. Et enfin, après, nous, il y a un dernier rôle qui est super important. On n'y est pas encore, mais on va y arriver, on le sait, parce que sur le RPA, on est en plein dedans. C'est finalement qu'est-ce que ça devient après, tout ce qui est développé avec le low-code. On en parlait déjà au début. Voilà, est-ce que c'est des prototypes, est-ce que c'est des trucs finaux, est-ce qu'il faut les industrialiser, etc. Le cycle de vie. Et là, c'est clairement nous, Innovation IT, qui allons gouverner ça, parce que sinon, le but, c'est pas de générer sans arrêt toujours plus de shadow IT. Et pareil, c'est pas non plus de dire c'est du low-code, c'est pas bien, on refait tout en code. C'est vraiment toute cette gouvernance qu'on doit construire. Et ça, c'est un plein dans notre rôle. Voilà. Ok. Et du coup, si on parle justement, on avait mentionné aussi la question de la gouvernance. Donc, qui est honneur sur ces sujets, qui est vraiment chef de projet? Est-ce que vous, ça va être justement ta direction, enfin ton pôle innovation IT, et quel sera un peu le rôle de chacun des collaborateurs impliqués dans ces projets? Alors, le honneur on va dire de la démarche et de la plateforme low-code, effectivement, c'est mon équipe directement. Et par contre, les honneurs des produits qui sont développés avec, là, pour le coup, c'est directement les directions métiers qui sont rattachées. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne sur l'automatisation. Ça fonctionne bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'il y a un bug, s'il y a de la maintenance, s'il y a un outil qui plante, si c'est du côté de l'outil qui a été développé, c'est à la direction métier aussi de se débrouiller et de maintenir son outil. Par contre, nous, on est là pour assurer que la plateforme fonctionne bien, qu'il y a aussi une émulation entre les différents métiers pour faire du reuse, pour ne pas réinventer la roue chaque fois, etc. Mais voilà, il y a vraiment ce rôle qui est quand même un peu séparé. Et parfois, c'est vrai que la frontière n'est pas hyper simple à déterminer quand il y a un truc qui ne marche pas, mais bon, on s'en sort. Oui, ok. Mais je ne sais pas si tous les grands groupes, d'ailleurs, ont comme vous un pôle innovation IT qui est vraiment dédié à tous ces sujets-là. Mais en tout cas, c'est peut-être une bonne pratique aussi pour les participants qui sont là aujourd'hui.
Donc vous, Vincent, chez l'RMS, vous avez mis en place un gros projet low-code là depuis plusieurs années. Quelles sont un peu tes bonnes pratiques maintenant qu'on est tous convaincus qu'il faut faire du low-code, no-code pour mettre en œuvre et lancer un projet comme cela? Alors, les bonnes pratiques, déjà, c'est une pratique de gouvernance, parce qu'on en parlait, c'est essentiel. Je rejoins parfaitement Romain. Chez IT Innovation, on est honneur de la solution low-code. Les projets, ce sont les directions métiers qui les ont, mais tout ça ne peut fonctionner que si on a une vraie communication de la DSI au sujet du low-code. Parce qu'on a un historique dans les groupes qui fait que, et c'est pour ça que bon, quand on parle de transformation, c'est pas encore gagné. En gros, quand on parle métier, on s'adresse au métier. Dès qu'on parle d'IT, que ce soit d'une imprimante, d'un ordinateur, d'un réseau, d'un mail ou d'un projet, on va voir l'IT. Donc, si vous voulez, et c'est déjà arrivé hein, chez nous au début de notre démarche, des gens qui vont voir l'IT en disant, mais on peut faire du low-code? Non. Non, on n'en a pas entendu parler, ou on l'a pas. Ça m'a rendu dingue hein, pendant longtemps. Hein, pendant 1 ou 2 ans, ça a été compliqué. Dès que vous arrivez, mais c'est normal. Encore une fois, toute transformation, c'est logique, nécessite une appropriation du sujet par les gens qui en sont responsables. Donc, une fois que la DSI a posé des moyens, c'était parti. Alors moi, ce que je conseille, mais alors le problème, c'est que ma vision, elle est plus, du moins, sur cette notion grand groupe, même si je l'utilise aussi pour mes startups. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est aller tester. Ça coûte rien. La plupart des solutions sont gratuites. Aller tester. Néanmoins, ça suffira pas pour faire son choix, parce qu'en général, quand on teste, bon, on suit les tutoriaux, on sort pas trop des sentiers battus. Si vous voulez, c'est un peu comme les formations AWS que je fais en ce moment. C'est magnifique. Il y a des tas de laboratoires. On fait des tests. Moi, quand je sors du laboratoire d'application de mon training, je suis pas. Alors, en tout cas, il faut tester et surtout tester en vous appropriant la solution. Il ne s'agit pas de se dire, tiens, je vais faire une application qui va gérer ma discothèque. Mais vraiment, on se plonge dans le cœur du métier. C'est quoi, moi, mon besoin pour mon client aujourd'hui en tant que credit insurance, e-commerce, etc., etc. Et on met en application. Donc, tester. Deuxième chose, du coup, là, je passe un peu sur la partie grand groupe. Il faut trouver une solution qui est en adéquation par rapport à son IT. C'est-à-dire que nous, par exemple, chez LRMS, on est plutôt Amazon Web Server. On a choisi Mendix parce que il y avait une notion DSI-ICD, de toutes les notions qu'on connaissait déjà. En standard de front, on est dans du React, on est aussi en React chez LRMS. Bon, pour le back, pour le coup, c'est moins simple parce que c'est Java sur Mendix et on n'est pas forcément Java chez LRMS. Donc, mais en tout cas, il faut quand même qu'il y ait une symbiose sur la solution qu'on prend et comment est-ce qu'on implante. La question, au début, de mon point de vue, il faut prendre une solution cloud au début. C'est pas la peine de commencer par se dire comment est-ce que je vais intégrer tout ça dans mon IT, dans mon architecture. C'est une question qu'on se posera à maturation. Et surtout, il faut se faire bien accompagner. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que c'est à peu près la même logique. Enfin, Amine, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est un petit peu la même logique que Salesforce. Je veux dire, aujourd'hui, on prend le produit Salesforce, on a le produit Salesforce. Maintenant, après, pour, on va dire, l'intégration, l'amélioration, etc., bon, soit on passe par, ça, je sais pas trop comment ça se passe, soit Salesforce propose ses ingénieurs, soit on passe par des revendeurs qui vont nous aider et nous accompagner. Bon, cette notion d'accompagnement, je pense qu'il est bon pour 2 raisons. D'abord, se faire accompagner par un prestataire. En l'occurrence, nous, on a choisi un des principaux revendeurs Mendix, enfin le revendeur principal en France. Donc, on s'est fait accompagner, mais dans tous les points de vue, pas seulement sur le point de vue technique. On leur a demandé aussi de se nourrir comme si une technologie très neuve. On peut encore profiter des sociétés qui se sont lancées récemment sur le sujet pour acquérir les mêmes réflexes. Donc, on va leur demander justement comment est-ce que vous recrutez des développeurs pour que plus tard on puisse aller dans cette même notion. Et après, le grand choix à faire, de mon point de vue, il faut aussi prendre du temps. Et encore une fois, la maturation, elle dure 1 an et demi avant d'arriver vraiment à avoir des idées claires sur le low-code. Il faut, de mon point de vue, commencer par une solution externe, donc cloud. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas forcément intégrer chez nous. Et puis, pour les équipes aussi, il faut savoir que recruter tout de suite des développeurs low-code en se disant je vais faire du low-code, à mon avis, c'est mettre la charrue avant les bœufs. On prend des prestataires. En plus, on peut collaborer très facilement. La notion n'est pas de je vous développe un produit et je vous livre dans 3 mois. C'est vraiment, on co-développe avec eux. On apprend à développer avec eux. C'est ça qui est très agréable. Et on se fait accompagner sur ce lancement-là. Après, j'ai envie de dire jusqu'où on va, j'espère, le plus loin possible. Sur la notion, en fait, sur la notion de gouvernance et effectivement d'accompagnement, moi, ce que je vois, et c'est parce qu'en fait, avec Blendies, en fait, on couvre vraiment plein de segments de marché. On couvre les PME, les ETI et également des filiales dans certains grands groupes.
La réalité, c'est que souvent, on peut avoir plusieurs modèles, c'est-à-dire qu'on peut effectivement être accompagné par un cabinet de conseil spécialisé sur la techno qu'on veut intégrer, qu'on veut mettre en place. Donc, c'est par exemple le cas de Salesforce. Salesforce a un panel de partenaires qui peut aider à la mise en place de Salesforce. Donc ça, c'est un premier schéma. Mais il y a aussi des entreprises qui aujourd'hui internalisent en fait cette compétence et vont avoir ce qu'on appelle un PM sur la techno, donc un product manager sur la techno cible qu'on veut, low-code, no-code, qu'on veut effectivement intégrer ou ajouter dans notre portefeuille de services. Typiquement, toutes les scale-up aujourd'hui, grande majorité, quand elles ont un CRM, elles travaillent sur HubSpot ou Salesforce. Ce qu'elles vont avoir tendance à faire, c'est pas forcément de dire « Ok, je vais aller chercher un intégrateur », c'est de dire « Ok, je vais aller chercher un PM qui connaît très bien la solution Salesforce ou qui connaît très bien la solution Bubble ou peu importe ce qu'on y met. Et cette personne va être en charge du projet et va également être en capacité en fait, de traduire ce que veut le métier en application concrète dans l'outil qu'on va interfacer. Et ce que ça a comme effet, c'est que sur ce modèle-là, typiquement, c'est que d'un point de vue économique, c'est intéressant parce que du coup, on internalise dès le début du projet cette ressource qui va vivre en fait post-projet. Parce que quand on met en place des outils, le sujet, c'est pas juste de dire « Ok, je fais mon projet et après ça disparaît, les équipes disparaissent », c'est aussi qu'est-ce qui se passe après, notamment je veux mettre en place de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc faire vivre le projet post-projet, entre guillemets. Et ensuite, il y a un deuxième avantage, c'est que cette personne, elle va être vraiment en mesure d'accompagner les équipes qui ne sont pas du tout, elles, au fait de qu'est-ce que ça veut dire Salesforce ou qu'est-ce que ça veut dire Bubble, etc. Donc, c'est un peu un champion qui va faciliter un peu cette transfo digitale, qui va un peu faciliter cette migration vers des outils no-code, no-code de façon assez smooth. Et ça, et après, ça dépend, comme je vous dis, de la taille de la boîte. Dans des grands groupes, quand il y a des projets de transfo sur 500 users, 1000 users, ça ne va pas être la même chose que quand on parle d'une scale-up qui a peut-être 100 personnes ou d'une PME qui a 10 ou 15 personnes. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas un modèle de gouvernance à proprement parler. Je pense que c'est vraiment en fonction de la typologie de l'entreprise, quelles sont ses ressources, parce que ça coûte d'avoir un intégrateur ou ça coûte d'avoir un PM en interne. Mais c'est vraiment de trouver le bon rationnel économique versus la business value qui est escomptée. On revient à la business value pour que le schéma de gouvernance soit vraiment custom made et pas de dire ok parce que j'ai vu chez Euler Hermès ils font ça, on va faire comme Euler Hermès, ou j'ai vu chez Bouygues ils font ça, alors que ça se trouve par rapport au projet en question ça n'a aucun sens parce que économiquement c'est pas viable et ça pas du tout c'est pas la bonne manière pour gérer le projet. Et moi ce que je conseille avant tout c'est de venir partager ou de venir interroger des partageurs d'expérience comme moi. C'est-à-dire, je ne fais que ça depuis quelques mois. Je parle beaucoup du low-code sur LinkedIn. J'essaie mais surtout pas pour parler, parce que j'ai l'impression de répéter toujours un peu la même chose, mais c'est pas grave. Mais c'est surtout parce que je voudrais que les gens viennent à moi. D'abord pour partager leur expérience. Et c'est un sujet qui a débarqué, à mon avis, qui a été accéléré par le Covid. Mais je vous assure, il y a un an, la pauvreté des contenus, notamment en français, parce qu'on est toujours très américain, etc. Mais bon, on va dire, toutes les sociétés ne sont pas dans une culture forcément anglophone, mais venez partager, quoi. J'ai presque envie de lancer un manifeste du low-code, mais partageons ensemble de bonnes pratiques. Ça devrait se faire facilement. Et ça commence. Voilà, Wilco, vous m'avez contacté, c'est très bien, parce que je trouve qu'au moins, ça met le sujet, et j'espère que ça va générer du lien, que ça va générer des discussions pour partager ces bonnes pratiques. Amine a tout à fait raison, à chaque société, sa spécificité dans l'approche du low-code. Je peux pas donner un conseil propre, mais par contre, par exemple, ce que je peux donner, c'est des écueils que j'ai rencontrés. Ça, oui, ça, je peux les partager très facilement. Et je pense que ça, pour le coup, c'est un gain d'expérience pour les futures personnes. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup à tous les trois pour vos retours sur ce sujet de la gouvernance. Je ne sais pas si... je crois qu'on avait une question tout à l'heure dans le chat sur les limites. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut tout faire finalement en low-code, no-code, ou est-ce qu'il y a un moment, voilà, il y a une limite qui ne peut pas être franchie? Et j'aimerais juste faire un petit ajout à cette question, c'est sur le sujet sécurité, cybersécurité. Quels sont vos retours d'expérience sur ces sujets-là? Je ne sais pas qui veut se lancer sur cette question.
Moi, je pense les limites du low-code, no-code, je pense que l'exemple d'Eric était très parlant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a expliqué au début en disant, voilà, on a utilisé Bubble, ça nous a permis de très vite développer le business. Et ensuite, derrière, on avait des limitations parce que il y avait certains sujets, typiquement sur l'algorithme, etc., de façon plus tech à développer. Du coup, effectivement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite à proprement parler. C'est plus qu'est-ce qu'on veut faire avec des outils no-code, low-code. Et ensuite, effectivement, il y aura certains sujets qui vont être totalement faisables, totalement livrables, entre guillemets, avec des outils low-code, no-code. Et puis, il y aura d'autres usages qui vont peut-être être plus complexes à mettre en œuvre à travers les plateformes low-code, no-code, et qui, du coup, sont pas du tout pertinentes. Je pense notamment à tout ce qui est ajouter des briques d'intelligence artificielle, etc. En soi, on peut utiliser une interface qui est low-code, no-code, mais une partie de cette intelligence va être hébergée dans ce qu'on appelle un autre service, parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue architecture, on a ce qu'on appelle des microservices, donc c'est plusieurs bouts de code interdépendants et modulables les uns avec les autres. Donc je ne pense pas qu'il y a tout qui peut être fait avec le no-code. Par contre, je pense que c'est entre les deux, c'est-à-dire que jusqu'à un certain point, effectivement, il faut passer par des solutions qui sont avec du code, mais les mettre à disposition dans des outils no-code. On pourrait imaginer, par exemple, un microservice qui fait des calculs d'algorithmique et qui soit consommé par un site web en no-code et qui soit restitué sans aucun problème. Et pourtant, on n'a pas la limite du no-code ou du low-code, puisque la plateforme en question est capable d'héberger ça. Donc, je pense que c'est… Et rien ne dit, Amine, que dans quelques années, ah oui, bien sûr. Pas beaucoup au niveau IA, on aura aussi des outils low-code qui permettent de… Et ça, j'y crois énormément. Bien sûr. L'IA et le low-code sont entièrement reliés, quoi. On a beaucoup d'IA dans les outils qu'on utilise. Donc, mais il faut voir ça plus dans une globalité. Avec un seul outil, c'est sûr que, de mon point de vue, on ne peut pas tout faire et c'est pas ce qu'on demande. Par contre, si on parle on va dire d'un univers low-code, beaucoup plus global, dans plein d'outils différents, est-ce qu'on est aujourd'hui capable de concevoir et de faire tourner des sociétés, et j'en ai rencontré à l'intérieur de Mendix, d'ailleurs aux États-Unis, des sociétés d'assurance qui se sont entièrement low-codifiées de la base jusqu'au sommet, où ils ont trouvé leur solution low-code pour tous les postes de l'entreprise et ils sont arrivés à avancer comme ça. Ok. Donc, il y a une chose aussi qu'on peut remarquer, un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est qu'au fond, l'informatique, depuis qu'elle existe, c'est toujours les mêmes règles. Il y a 30 ans, on disait qu'il ne fallait pas oublier de séparer l'interface utilisateur de la logique. Aujourd'hui, on rappelle qu'une API bien costaud, elle peut être consommée par quelque chose d'extrêmement souple pour l'interface utilisateur, qui est souvent le plus gros problème. C'est ce que tu soulignais tout à l'heure, Vincent, avec des softs de comptabilité qui sont archaïques. Alors qu'en fait, c'est un problème d'UI, c'est un problème d'interface utilisateur, c'est pas un problème du calcul et de respect du plan comptable. Et par contre, il y a une deuxième chose un peu plus négative, c'est que nous, on travaille quasiment, on va dire, 15% avec des startups et 85% avec des grands comptes. Un grand compte, pour travailler avec eux, il faut être ce qu'on appelle référencé, c'est-à-dire passer par les fourches codines du légal et des achats, qui nous font remplir des documents qui interdisent quasiment systématiquement le low-code ou le no-code. Parce qu'on nous demande d'appliquer ou de respecter des normes ISO, des règles de développement qui ont 30 ans d'âge, 20 ans d'âge, dans lesquelles ils ne soupçonnent même pas l'existence de choses plus récentes. Et du coup, si tu as des bouts en no-code ou en low-code, c'est assez dur d'expliquer comment tu as en effet tes ISO je ne sais quoi pour la sécurité. Donc ça demande un peu des trésors d'intelligence parce que il y a une sorte de marché un peu lent, enfin d'habitude, c'est ce dont on va beaucoup parler aujourd'hui, d'habitude dans les DSI qui fait que la pénétration n'est pas forcément évidente. Pour la partie sécurité, effectivement, Laura, on va dire c'est un point sur lequel notre DSI nous a beaucoup challengé. Sur la solution, du moins là pour le coup, je pense que c'est très propriétaire aux solutions. Sur la solution Mendix, on fait des pentests sur toutes les applications qu'on sort. Aujourd'hui, on a des taux de réussite qui sont exceptionnels parce que le low-code permet aussi au moment de pousser l'application, un contrôle de sécurité, de rôle, de cohérence de l'architecture qui est préanalysé et on ne peut pas passer en ligne si on n'a pas cette notion-là.
Donc, D'accord. d'un point de vue technique, moi, j'ai pas de souci. Après, disons, je me fais toujours un petit peu de soucis dans ces tests dits de sécurité. C'est vraiment pour tester à fond une application, il faudra en connaître déjà aussi toutes les fonctionnalités et de voir déjà s'il n'y a pas de bug fonctionnel, ce que ne détecte pas la sécurité. Voilà. Et donc, D'accord. voilà. Ok. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va finir sur cette note-là. Merci à tous les participants. On voulait juste peut-être chacun des speakers donner un outil là aux participants pour que vous testiez rapidement et que vous puissiez regarder un peu ce que ça peut faire, ce que ça peut donner un outil low-code, no-code. Donc, je vous laisse chacun donner un outil à tester par nos participants. Moi, je dirais les Power Platform de Microsoft, parce que c'est facilement accessible. Et beaucoup de personnes ont déjà la suite Microsoft. Ça marche, on note. Amine? Moi, je dirais Blendies, tout simplement. Plateforme no-code d'automatisation. Donc, si vous voulez automatiser des processus, initier votre transformation digitale, bah, écoutez, Blendies serait un très bel outil pour le faire sans trop le vendre. Voilà. Merci, Amine. Vincent? Moi, évidemment, je vais choisir l'outil Mendix, qui pour moi et puis qui peut être facilement testé. Encore une fois, on s'inscrit, on teste, etc. Et puis Blendies, parce qu'on est moi, je suis dans un esprit start-upper et que j'ai été voir depuis qu'on a discuté avec Amine et je trouve que c'est un très beau, vraiment un très bel outil. Et puis pour recruter les développeurs, Comet, que je connais depuis 5 ans aussi, 4-5 ans aussi. Comme ça, on fait une vision globale. Non, mais c'est important de pousser, quoi. Comet, je connaissais il y a très longtemps déjà. Eric? T'es en mute, du coup. Pardon, j'ai quelques enfants à la maison et je ne voulais pas vous faire entendre un bruit d'enfer. Moi, merci beaucoup pour souligner Comet. C'est vrai qu'on est assez passionné de ce qu'on fait. Moi, je dirais pour ceux qui veulent vraiment commencer par des exemples de no-code, un bon vieux truc de type limite CMS, c'est-à-dire un Notion, je pense que c'est une très bonne idée pour arriver à comprendre comment on peut collaborer à des choses assez agréables avec plein de liens. Et sinon, la suite Microsoft, bien sûr, mais nous, on est comme toutes les startups plus Google. Il y a aussi des tonnes d'outils qui gravitent autour de Google, de la suite Google, qui ne cesse de changer de nom tous les 2 ans, mais qui en ce moment s'appelle Workplace, je crois, qui avant s'appelait Google Suite, qui est vraiment super complète, d'intégration dans tous les sens, quoi. Très complète. Ça marche. Et de mon côté, j'avais Notion en tête pour tout ce qui va être partage de contenu collaboratif. Et Airtable qu'on utilise là chez Wilco et que j'avais utilisé aussi auparavant sur tout ce qui va être database, gestion de projet. On vous envoie, merci à tous les participants et aux speakers pour votre présence ce matin. On vous envoie la vidéo du webinaire et quelques insights et ressources clés à tirer de notre discussion. Et puis, on espère que vous allez bientôt vous mettre sur des projets no-code, low-code. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez continuer la discussion avec Wilco. Ravi de continuer avec vous. Merci à tous. Merci. Au revoir, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci pour l'opportunité. Au revoir. Au revoir.